Oubliez les contes de fées. Mettez de côté les épopées hollywoodiennes avec leurs salles étincelantes et leurs chevaliers intrépides. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait vraiment la vie dans un château médiéval, du premier rayon de soleil sur les remparts jusqu'à la dernière lueur de chandelle, préparez-vous à un voyage à la fois fascinant, inconfortable et, soyons honnêtes, parfois un peu malodorant. Commençons à l'aube, lorsque même les rois et les reines se réveillaient avec le dos endolori. De nos jours, on râle, parce que les matelas à mémoire de forme sont trop mous ou trop fermes. Les dormeurs du Moyen-Âge, en revanche, passaient leur nuit sur des sacs de paille, souvent inchangés depuis la dernière récolte. La situation était tellement difficile que les textes médiévaux incluaient en fait des traitements pour les blessures de la paille. Oui, les gens se blessaient avec leur propre lit. Imaginez devoir expliquer ça à votre guérisseur local. J'ai été attaqué par mon matelas. Si vous aviez la chance d'être noble, vous pouviez avoir un cadre de lit en bois pour surélever votre paille, ce qui était à peu près aussi confortable que de dormir sur une étagère. Oublie la douce sonnerie d'un réveil de smartphone. Ton réveil était bien plus susceptible d'être un coq avec un sens du drame, ou pire encore, le réveil humain officiel du château. Un domestique dont le seul métier consistait à arpenter les couloirs à l'aube, en hurlant l'équivalent médiéval de debout là-dedans. Un rôle qui garantissait d'être la personne la moins appréciée du château. Et puis il y avait le froid. Les châteaux étaient construits pour repousser des armées. Ces murs épais en pierre étaient excellents pour repousser les envahisseurs, mais transformaient ta chambre en véritable réfrigérateur. La plupart des gens dormaient tout habillés, non par paresse, mais pour éviter de se réveiller congelés. Les fenêtres étaient de minces meurtrières, imaginées pour les archers, pas pour la lumière du soleil. Par un matin nuageux, ce qui, en Europe médiévale, signifiait presque tous les matins, il était possible de se réveiller dans l'obscurité totale, de se cogner le pied contre un pot de chambre et de commencer la journée par une série de jurons qui feraient rougir un marin. Une fois que tu t'étais extirpé de ton instrument de torture fait de paille, il était temps de penser à l'hygiène personnelle, un concept aux frontières très flexible au Moyen-Âge. La première chose que tu remarquais, c'était un seau d'eau si froide qu'il y avait peut-être encore de la glace dedans. Pas de douche chaude, pas de contrôle de la température. Juste toi et le seau engagés dans un combat à mort. Certains châteaux tentaient d'innover. Une forteresse française faisait passer l'eau près des feux de cuisine pour la chauffer. Une idée ingénieuse, sauf que les tuyaux étaient en plomb. Tu devais donc choisir rester sale ou risquer un empoisonnement lent. Pas vraiment un choix gagnant. Le savon aussi était un luxe. La plupart des gens se lavaient avec un mélange grossier de cendres de bois et de graisse animale, en somme les restes de la cheminée. Les riches pouvaient se permettre du savon de Castille, fabriqué avec de l'huile d'olive, mais il coûtait si cher qu'une seule barre pouvait valoir autant qu'un mouton. Imaginez dépenser tout votre salaire pour du savon. Et puis évidemment, il y avait la question des toilettes du château. Ces fenêtres étroites, elles servaient aussi de garde-robe. Des latrines médiévales où l'on accrochait ses vêtements, pensant que la puanteur éloignerait les mites. Si vous n'aviez pas de garde-robe à proximité, vous utilisiez un pot de chambre que l'on vidait ensuite par la fenêtre. L'expression « garder l'eau » n'était pas un avertissement contre la pluie. Certaines villes ont même adopté des lois obligeant à crier avant de jeter le contenu du pot, un exemple rare de politique de santé publique au Moyen-Âge. Les latrines communes, c'était une autre histoire. Construites dans les murs extérieurs, elles étaient en fait des trous où tout tombait directement. Les archéologues ont retrouvé toutes sortes de choses dans ces conduits d'évacuation anciens. Pas seulement des pièces et des bijoux, mais aussi les restes de la vie quotidienne. Dans un château abritant 200 personnes, l'intimité était un concept inconnu. Même les rois et les reines pouvaient recevoir des visiteurs pendant qu'il était sur le trône. Être invité à assister à la routine matinale royale était considéré comme un honneur. Imaginez être si important que des gens veulent vous regarder aller aux toilettes. Après tout cela, vous seriez prêt pour le petit déjeuner, bien que le mot petit déjeuner soit peut-être un peu exagéré. Le roi dégustait du pain frais, des viandes rôties et des fruits exotiques, tandis que les couches inférieures recevaient du potage, un ragoût composé des légumes qui n'avaient pas encore pourri, bouillis jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Le pain n'était pas seulement destiné à être mangé. Les nobles utilisaient de grosses tranches de pain rassis comme assiette, appelées tranchoirs. Après quelques jours, ces morceaux durs comme de la pierre étaient distribués aux pauvres, qui avaient besoin de dents plus solides que des armures pour les mâcher. L'eau était souvent impropre à la consommation, à cause des méthodes créatives d'évacuation des déchets du château. La solution, la bière, beaucoup de bière. Même les enfants buvaient une version légère appelée petite bière. Les registres d'un château montrent qu'il consommait 3000 pintes par jour. Le brasseur du château était aussi indispensable que le forgeron.
Rater la bière, c'était risquer d'avoir un château plein d'habitants assoiffés et furieux. Les bonnes manières à table étaient en pleine évolution. Les fourchettes étaient jugées étrangement italiennes, donc tout le monde mangeait avec les doigts. Un manuel d'étiquette avertissait « Ne vous essuyez pas les mains grasses sur la barre ». Le plan de table était un vrai champ de mine politique. Être assis près du seigneur voulait dire qu'on était en faveur, alors qu'une place à l'autre bout indiquait la disgrâce. Le sel était tellement précieux que des chevaliers se sont déjà battus en duel pour avoir la place la plus proche de la salière. L'équivalent médiéval de se disputer le mot de passe wifi. La grande salle du château était un tourbillon d'activités et d'odeurs. Le sol était couvert de jonchés, des couches d'herbes et de plantes séchées, remplacées seulement une fois par an. Des jonchées fraîches étaient éparpillées dessus toutes les quelques semaines, mais en dessous s'accumulait une année entière de nourriture renversée, de boue et de déjections animales. On ajoutait de la lavande et des herbes de prairie pour tenter vaillamment de masquer la puanteur, mais le résultat rappelait davantage un tas de compost qu'un jardin de campagne. Les animaux circulaient librement, chiens, chats, poules et même parfois un cochon. Un récit raconte même qu'un faucon appartenant à un noble s'oublia sur la table lors du dîner, sans que personne ne s'en offusque vraiment. Pendant ce temps, les murs ruisselaient d'humidité, la moisissure s'étendant derrière des tapisseries rarement nettoyées. La cuisine offrait une expérience olfactive à part entière, entre déchets de nourriture, vaisselle sale et viande gardée à la limite de la décomposition, le tout dissimulé sous une avalanche d'épices. Et puis, il y avait les latrines qui se vidaient directement le long des murs du château dans les douves. En été, l'odeur était si forte que certains assiégeants abandonnaient leur siège. Une sorte de guerre biologique médiévale, si l'on veut. Les châteaux n'étaient pas seulement des habitations. C'étaient aussi des forteresses, hérissées de dispositifs défensifs. Les murs pouvaient avoir 6 mètres d'épaisseur à leur base. Les archers permettaient aux défenseurs de tirer sur les assaillants tout en restant à l'abri. Certains archers étaient si habiles qu'ils pouvaient toucher une assiette à 200 mètres. Même si, ironiquement, beaucoup n'arrivaient pas à viser la latrine en plein jour. Des meurtrières, dans les plafonds au-dessus des entrées, permettaient aux défenseurs de jeter des pierres, de l'huile bouillante ou même des ruches sur les envahisseurs. Tout le monde avait un rôle lors d'un siège, même les enfants qui agissaient comme messagers ou porteurs d'eau. Certains gamins transformaient les sièges en jeux, se lançant des légumes pourris depuis les tours. Les douves n'étaient pas là pour décorer. Certaines pouvaient être inondées ou vidées en 1 heure, déconcertant les assaillants. L'opérateur du pont-levis n'avait qu'une mission, ne pas se tromper. Pourtant, les archives racontent des ponts levés trop tôt, laissant les soldats dehors ou abaissés au mauvais moment. Une fois cela a coincé la moitié d'une vache, ce qui a donné lieu à ce que les chroniques appellent un après-midi très embarrassant. Les escaliers en colimaçon tournaient toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en montant, donnant ainsi un avantage aux défenseurs droitiers. Les marches étaient volontairement irrégulières, pour que les assaillants trébuchent tandis que les défenseurs montaient et descendaient facilement. L'avantage du terrain version médiévale. La vie au château était une agitation constante. Un château de taille moyenne pouvait employer 200 personnes, chacune avec un titre de poste qui semblerait étrange aujourd'hui. Le gong farmait et nettoyait les toilettes. La nuit, pour épargner aux autres les odeurs, était étonnamment bien payé. Le personnel de cuisine travaillait jour et nuit, préparant 6 0 calories par personne et par jour. Le tourne-broche, souvent un petit garçon, passait ses journées à faire tourner la broche au-dessus du feu. Les gardes chantaient pendant leur service pour prouver qu'il était éveillé, un registre mentionne. Rien à signaler si ce n'est les chants affreux de Ralph. La dame du château était la véritable patronne, gérant tout des provisions de nourriture au conflit entre le personnel. Un livre de compte recense tout des œufs pondus aux flèches gaspillées avec une note dans la marge. Arrêtez de payer les archers quand ils sont ivres, ils visent très mal. Quand le seigneur était absent, la dame pouvait même diriger la défense lors d'un siège, utilisant des tonneaux de vin vides pour donner l'illusion d'avoir plus de soldats, pas en forme. Le médecin du château pouvait prescrire de l'émeraude réduite en poudre pour les maux de tête, ou, si vous manquiez de pierres précieuses, de la poudre de crâne humain. Certains traitements consistaient à attacher une poule plumée sur la tête et à attendre qu'elle ait l'air malade, selon la théorie qu'elle absorberait la fièvre. Les chirurgies se faisaient sans anesthésie. Le mieux qu'on puisse espérer était un bon verre avant de commencer. L'armoire à pharmacie ressemblait à un cabinet de curiosités. Sang de dragon, cornes de licorne, poudre de momie, oui, de vraies momies importées d'Égypte. Les soins dentaires étaient tout aussi inventifs. Mal de dents. Le barbier chirurgien arrachait la dent ou la plombait avec du plomb. Un chevalier s'est même fait arracher toutes les dents avant un combat, pour ne pas être distrait. Pourtant, par accident ou par chance, certains remèdes étaient efficaces. Des herbes aux propriétés antibiotiques naturelles, du vin et du miel comme antiseptiques. Parfois, la médecine médiévale visait juste, même si ce n'était pas pour les bonnes raisons. À la tombée de la nuit,
Le château se transformait. Les bougies étaient précieuses, alors l'obscurité régnait. Les gardes patrouillaient avec des torches, dont la lumière vacillante donnait vie à chaque ombre. Les histoires de fantômes étaient prises au sérieux. Certains châteaux exigeaient même des rapports officiels de rencontres avec des fantômes, incluant la description de la tenue de l'apparition. Un garde a signalé un fantôme portant la tunique de la saison précédente et a suggéré une mise à jour de sa garde-robe. Les cachots, quant à eux, ressemblaient moins à des chambres de torture qu'à des coins punitions inconfortables. La plupart étaient de la taille d'une salle de bain moderne, mais sans plomberie. Les prisonniers devaient payer leur propre nourriture et leur literie. Les nobles venaient parfois avec leurs propres domestiques. L'un d'eux a même exigé un goûteur, qui a démissionné après une semaine en déclarant que goûter la bouillie ne faisait pas partie de ses fonctions. La plupart des détenus étaient des débiteurs, emprisonnés pour des sommes aussi petites que le prix d'une coupe de cheveux. Les tentatives d'évasion étaient rares. Où aller quand tout le monde dans le village connaissait votre visage? Un homme a essayé de s'évader déguisé en lavandière, mais sa propre mère l'a reconnu et l'a ramené en le tirant par l'oreille. Alors à quoi ressemblait vraiment la vie dans un château médiéval? C'était un monde de lits durs et de pain encore plus durs, de défense ingénieuse et de plomberie inventive, de travail sans fin et de festins tapageurs, d'histoires de fantômes et d'horreurs bien réelles. C'était un endroit où la survie dépendait du travail d'équipe, de la vivacité d'esprit et d'un estomac solide. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le château était aussi une merveille d'ingéniosité humaine. Une forteresse, un foyer, une communauté et une scène pour les drames de l'histoire. De la plus haute tour au donjon le plus profond, chaque jour était une nouvelle aventure, et chaque nuit une nouvelle histoire à raconter. Alors la prochaine fois que vous visiterez un château, ne vous contentez pas d'admirer la maçonnerie. Écoutez les échos des rires, le tintement de la vaisselle, les notes lointaines de la chanson d'un bouffon. Imaginez les vies vécues entre ces murs, désordonnées, bruyantes et absolument inoubliables. Voilà dans toute sa rude splendeur la véritable expérience du château médiéval.